Le quartier Généo, c'est un café associatif qui est né donc il y a 2 ans, qui est entièrement géré par des bénévoles, qui a pour vocation de recevoir ce type de soirée politique, mais aussi pédagogique, un peu sous format édu-pop, on va dire. Des soirées un peu en soutien à des causes. Par exemple, probablement la semaine prochaine, pour dénoncer la dissolution de l'UP, de la Jeune Garde. Ce soir, c'est une soirée organisée par Réseau Salariat, représentée ce soir par Tom, mais aussi par son fondateur Bernard Friot, à l'aune de la problématique de l'écologie et du travail. On connaît bien le slogan qui circule dans les réseaux militants, qui est de dire que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Le slogan nous rappelle une chose essentielle, on ne pourra pas faire face à la crise écologique sans s'attaquer aux rapports de pouvoir qui la nourrissent. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses, là ça fait vraiment, c'est vraiment incroyable le quartier généreux. Donc moi je suis Tom, je suis militant au Réseau Salariat, Réseau Salariat 34. Donc Réseau Salariat en gros c'est une association qui a été montée par Bernard Friot et d'autres camarades qui s'occupent de faire de l'éducation populaire en fait sur les sujets révolutionnaires du salaire à vie, du salaire à la qualification personnelle et des sécurités sociales sectorielles. Aussi on s'incruste dans des luttes locales, notamment sur toutes les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Donc je pense qu'on va essayer un peu d'en parler ce soir parce qu'il y a quand même une caisse alimentaire ici à Montpellier. Bernard Friot, je vais le présenter, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent ici. C'est un économiste et sociologue qui a travaillé toute sa vie sur les théories du salaire. Alors, il est connu pour des travaux sur l'histoire de la sécurité sociale et donc pour la fondation aussi du Réseau Salariat. Nous on est très très contents d'être là ce soir parce que la section elle est toute nouvelle, elle a à peine 6 mois. Donc si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez contribuer aux actions, il y a une petite table qu'on a mise sur le côté où il y a plein de bouquins, des bouquins de Friot, des bouquins des autres camarades de Réseau Salariat, notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation, des bouquins sur l'histoire de la Sécu. Question que je vais poser à Bernard, est-ce que nos retraites, du coup, est-ce qu'on a besoin de croissance pour financer nos retraites? Jusqu'à présent, on a considéré la retraite comme un moyen de se libérer du travail et un moyen d'éviter de se poser la question du contenu du travail. Je pense que ça fait 15 ans que je suis en retraite, je suis absolument contre la retraite. Parce que c'est une façon de continuer en attendant de se libérer du travail, d'un travail avec lequel on est de plus en plus en désaccord. Il y a pratiquement, y compris chez les cadres aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'adhésion au travail tel que le capitalisme organise. Et tous les conquis au demeurant importants, je vais dire en quoi les conquis de la retraite sont importants, mais aussi pourquoi je pense qu'il faut qu'on n'ait plus comme objectif la retraite. Globalement, tous ces conquis ont été inscrits dans une optique de réduction du temps de travail. Pas du tout dans une optique de changer l'objet, le sens du travail. Moi, comme chercheur sur les questions du salaire et de la sécurité sociale, je suis absolument admiratif sur les conquis des travailleurs organisés en la matière. Et en même temps, je constate que ces conquis se sont faits dans l'acceptation d'un travail qui est étranger à nos vies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on souhaite s'en libérer. La façon dont nous ne l'affrontons pas collectivement, c'est que nous acceptons de faire des travaux dont nous savons qu'ils sont, d'un point de vue écologique, totalement absurdes. Et que nous attendons de ne plus avoir à le faire parce que nous serons en retraite. Cette forme de démission collective devant l'objet même, sur la question de l'objet du travail, qui trouve un exutoire dans le fait
de travailler pour ne plus avoir à travailler, enfin, ce qui est quand même totalement aberrant. Alors, ce qui est intéressant dans le conquis de la retraite, à condition qu'on le voit et qu'on l'assume, parce que la façon dont la lutte contre la réforme des retraites depuis 40 ans est menée et montre que ça n'est pas vraiment assumé. Ce qui est intéressant dans le conquis de la retraite en 1946, parce que c'est essentiellement là que ça se fait, c'est que des travailleurs sans emploi deviennent titulaires d'un salaire. C'est-à-dire que le salaire est déconnecté de l'emploi et devient un attribut de la personne. Ça, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Depuis 1987, où la réforme des retraites est engagée, aucune des luttes n'a été menée sur le droit au salaire des retraités. Or, le geste que pose Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale en 1946, c'est de sortir la retraite du j'ai cotisé, j'ai droit. Dans le capitalisme, la retraite, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. C'est-à-dire, je ne dépense pas tout mon salaire pendant que je suis actif, j'en mets une partie au pot commun, je suis solidaire. Les inactifs, qui, parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, sont réputés de ne pas produire de valeur, parce qu'ils sont en retraite, sont réputés non productifs. Et c'est normal que j'en serais moi-même en retraite, donc non productif, puisque n'ayant pas de contrat de travail, je serai bénéficiaire, à travers les cotisations des actifs actuels, de la solidarité dont j'ai fait preuve moi-même lorsque j'étais actif. Ça, c'est j'ai cotisé, j'ai droit, c'est la solidarité intergénérationnelle. Nous sommes là au cœur de la logique capitaliste, c'est un argumentaire totalement capitaliste, la solidarité intergénérationnelle. Quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail, qui n'est pas dans un travail aliéné, n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est la contrepartie d'un contrat de travail. Et donc, il a droit au différé de ses cotisations. Il a droit à bénéficier, à travers les cotisations des actifs actuels, de ce qu'il a lui-même mis au pot commun quand il était actif. Ce que fait Croizat, et qui est tout à fait formidable, c'est qu'il supprime tout lien entre la cotisation et la pension. Jusque-là, c'était j'ai une pension en fonction de mes cotisations. Il dit pas du tout. J'ai une pension comme continuation d'un salaire de référence. Et là, il copie la fonction publique, puisque la fonction publique, et là, c'est un autre ministre communiste qui en 1946, en octobre 1946, enfin légifère sur une bagarre depuis un siècle et demi menée par les fonctionnaires, en posant le salaire comme un droit de la personne du fonctionnaire. Le fonctionnaire n'est pas du tout salarié comme le sont les salariés du privé. Les salariés du privé ont un salaire qui est un attribut du poste de travail qu'ils ont. C'est le salaire, un salaire du privé n'est jamais payé lui, c'est son poste qui est payé. C'est le poste de travail qui est le support de la qualification et du salaire. C'est pour ça qu'il y a du chômage dès lors qu'il n'y a pas de poste de travail. Alors que le fonctionnaire, lui, il est payé en tant que personne. Il a une qualification personnelle. C'est pas son poste qui est qualifié, c'est lui, comme à la différence de la convention collective. Et donc, du coup, il est payé jusqu'à sa mort, puisque sa qualification ne s'éteint pas avec la fin du service. Et donc, il est... Et il y a d'ailleurs, dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse, c'est le Trésor public qui continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. On a donc un dispositif complètement nouveau qui dissocie le salaire du contrat de travail pour l'associer à la personne. Croizat va copier ce dispositif de la fonction publique dans le privé, pareil, en dissociant le salaire qui était jusqu'ici lié au contrat de travail, du contrat de travail, pour le lier à la personne du retraité. Un retraité, il n'a pas du tout un salaire différé, il a un salaire continué. C'est tout à fait différent, bien sûr. C'est-à-dire que nous avons commencé à dissocier le salaire de l'emploi, à faire du salaire un attribut de la personne. C'est un dispositif
qui tranche complètement avec la logique capitaliste. Nous sommes payés à la mesure de notre subordination, à la mesure du contrat de travail que nous avons passé, à la mesure de l'acte que nous posons comme travailleurs indépendants, et cet acte il est complètement subordonné, puisqu'il dépend complètement de notre client ou de notre fournisseur. Les travailleurs indépendants sont les plus aliénés des travailleurs, encore beaucoup plus que les salariés. L'affirmation du salaire comme un droit de la personne, et non pas comme un droit lié soit à un acte de performance sur le marché des biens et services si on est indépendant, soit à un contrat de travail et aux actes que nous posons ce contrat de travail si on est employé. Là, il y a une nouveauté complètement inouïe. Et c'est là que nous sommes dans une logique communiste. Si nous voulons devenir souverains sur le travail, si nous voulons enfin engager une bataille écologique, qui suppose que nous soyons souverains sur le travail que nous faisons, que nous en décidions nous-mêmes, ça suppose que nous soyons titulaires de nos salaires, que les salaires soient un droit politique de la personne. Pas les 800 balles d'en revenu de base, les salaires. Le salaire moyen aujourd'hui, il est de 2600 €. Il s'agit d'une nouveauté inouïe qui se fait en 1946 et qui n'a pas été assumée ensuite. On continue à poser le salaire comme la contrepartie d'une subordination alors qu'il a été conquis comme un droit de la personne. Et aucune bataille n'a été menée pour généraliser ce salaire comme droit de la personne. Et du coup, la retraite est vécue comme, puisqu'il n'y a plus subordination, et ben c'est un temps de libération du travail, comme si par nature le travail était subordonné, et comme si tout l'enjeu était de s'en libérer. Se battre pour baisser l'âge de la retraite n'a de sens que si on se bat pour que de plus en plus jeunes on devienne titulaire de son salaire, indépendamment de notre rapport à l'emploi. Oui, ça a du sens là. Mais alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce salaire? Dans le capitalisme, comme le travail est par construction aliéné, comme ce n'est pas nous qui en décidons, bien dès lors que, et ça se traduit par le fait que notre salaire n'intervient qu'après que nous ayons posé un acte de subordination, dès lors que nous devenons titulaires du salaire, alors nous sommes exclus du travail. Un retraité, c'est quelqu'un qui est amputé du travail, qui n'a pas le droit de continuer à travailler dans son entreprise, dans son service public. Il est confiné dans le bénévolat associatif, il est confiné dans des activités à la marge. L'enjeu, encore une fois, c'est de passer du tiers à 100% des plus de 18 ans, puisqu'aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans a un salaire à vie, c'est quand même déjà c'est un énorme conquis. Vous avez près de 6 millions de fonctionnaires, vous avez ce qui reste des salariés à statut des entreprises publiques qui ont été très mis en cause, bien sûr, autour de l'EDF-GDF, de la SNCF, de la RATP, de France Télécom, la Poste. Et puis, vous avez tous les retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, parce que, bon, en dessous du SMIC, on peut difficilement parler de salaire, bien sûr, ce qui représente 17 millions de personnes. 17 millions d'adultes, aujourd'hui, ont un salaire que ni l'État, ni le marché, ni quoi que ce soit ne peut leur prendre et qui par ailleurs ne dépend pas d'un contrat qu'ils ont passé avec un employeur. L'État n'est pas un employeur, par exemple. Fonctionnaire d'État, vous n'avez pas de contrat de travail, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans une logique du contrat, nous sommes dans une logique de la qualification personnelle. Et il s'agit de passer à 100%. Nous voulons que les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes sur le territoire, parce que il faut que ce soit évidemment un droit lié à la résidence, c'est fondamental, pour que le capitaliste ne puisse pas continuer à utiliser les différences de droits des personnes pour
aliéner et exploiter le travail. Il faut donc que les droits soient absolument les mêmes pour tous. Si nous raisonnons en termes alors actuels, hein, au vu de ce que sont aujourd'hui les biens appris. Hein, je ne dis pas que les choses n'auront pas bougé si on fait augmenter la gratuité, etc., mais dans la situation actuelle, supposons que nous généralisions à tous les plus de 18 ans l'actuel salaire moyen, hein, qui est de 2600 € par mois, net. Hein. Ça représente, pour les 50 millions que nous sommes de plus de 18 ans, ça représente 1600 milliards. Hein. 1600 milliards, c'est l'actuel revenu disponible dans la comptabilité nationale en France. Hein. Le revenu disponible, c'est nous produisons 2500 milliards à peu près, d'accord, dont 1600 de revenus disponibles, comme on dit, c'est-à-dire les bénéfices et les salaires, bénéfices des indépendants, salaires de ceux qui ont un salaire, moins les impôts, plus les prestations sociales. Ça représente 1600 milliards. Dans ces 2500 milliards, évidemment, il y a des tas de productions inutiles, hein, des tas de travaux inutiles, des tas de trucs dont on va se débarrasser. On va faire de la 5G pour que comme des cons, on regarde des vidéos dans le métro, enfin des trucs complètement cucu. Pouvoir décider de la suppression de tous ces travaux inutiles, plus toutes les fonctions inutiles, hein, on a vu combien pendant le confinement on s'est passé de tas de gens dont on croit indispensables alors que ce qu'ils font ne sert strictement à rien qu'à emmerder le monde. Hein. Donc, nous allons produire bien sûr moins de 2500 milliards. Hein. Dans ce que nous produisons, il y a des tas de trucs dont nous allons nous débarrasser. Et puis nous allons décider des 1600 milliards que nous allons produire qui génèrent ce salaire moyen. Mais encore faut-il que nous soyons amoureux de la liberté. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je suis contre la retraite, hein, c'est-à-dire contre le fait qu'on se réjouisse de se libérer d'un travail dont on accepte qu'il soit aliéné. Hein. L'enjeu, c'est justement d'en finir avec le travail aliéné et de se battre pour que le travail ne corresponde que selon notre déontologie et les décisions collectives que nous avons prises. Et cela par création monétaire. Hein. Nous créons c'est-à-dire que nous avançons les salaires, d'accord? Pour que nous puissions décider au travail, il faut que nous n'ayons pas à quémander nos salaires d'un contrat de travail. Il faut que nous en soyons titulaires, bien sûr. Ce n'est pas une condition suffisante, sinon les fonctionnaires décideraient au travail. C'est dire combien nous n'aimons pas la liberté, puisqu'on va en souffrant au travail. On revient à cette psychologisation scandaleuse des rapports sociaux. Hein. La souffrance au travail, c'est aussi dégueulasse que, je sais pas quoi, l'hystérie féminine, d'accord? Les troubles de la ménopause, enfin. Vous voyez, toute cette médico-psychologisation de violence sociale. Et la souffrance au travail, c'est un truc, c'est un concept qu'il faut absolument combattre. Hein. Tout comme l'éco-anxiété. Tout ça, ce sont des concepts qui psychomédicalisent une violence sociale qui est le fait que nous ne décidons pas au travail et que nous voyons bien, nous constatons que le travail que nous faisons, y compris quand nous l'aimons, quand nous avons une forme d'adhésion à son objet, est pris dans une dynamique globale que nous désapprouvons. Pour ne pas parler de l'architecte qui rappelait que lui, dans son métier, il n'arrive pas à faire ce qui correspond à sa déontologie. Pour que le travail devienne vecteur d'un tout autre métabolisme avec à la fois les autres vivants et avec les autres, enfin les vivants non humains et avec les autres que vivants, il y a un énorme apprentissage à faire hein, dont nous nous dispensons soit en concentrant sur les temps militants et en nous battant pour qu'il y ait réduction du temps de travail défini comme aliéné pour avoir des temps militants qui nous permettent d'avoir des travaux qui correspondent à notre déontologie. Si nous voulons entrer, encore une fois, je reprends le mot à Marx, hein, le mot de métabolisme, hein,
nous savons tous maintenant que nous sommes une espèce vivante parmi d'autres, que nous sommes dans une situation de dette, hein, bien sûr, en permanence vis-à-vis des autres vivants, des vivants non humains, ou autres qu'humains plutôt, et puis vis-à-vis des autres que vivants, on le sait. Cela dit, ça ne va pas nous mener à une démission collective, hein, où on serait une espèce parmi d'autres. La fois, il y a les loutres, il y a les arbres qui s'adaptent à leur environnement, hein, tout à fait, qui construisent leur monde, et puis il y a les humains qui font pareil. Pour moi, c'est une forme de démission collective qui laisse aux connards trumpistes de la Silicon Valley le soin de porter l'ambition de l'espèce humaine, d'accord, en nous envoyant comme des cons sur Mars ou je sais pas quoi, après qu'on ait rendu inhabitable la Terre. Ainsi, si on ne veut pas laisser à ces connards fascistes en plus le soin d'assumer une forme d'ambition collective, encore faut-il que nous soyons, nous, comme écologistes, si on veut, porteurs d'une ambition collective. Hein. L'espèce humaine, à la différence des autres espèces vivantes, a un rapport réflexif aux autres vivants et aux autres que vivants sans commune mesure avec les autres espèces vivantes. Et donc une responsabilité absolument spécifique qu'il faut assumer par du travail. Le travail, c'est pas toutes nos activités. Hein. Je ne souhaite pas que toutes nos activités soient du travail. Il faut que les activités soient dans une gratuité absolue, dans une relation interpersonnelle totalement absolue, hors de toute considération de valeur. Bien sûr, quand j'ai parlé d'un salaire moyen de 2 600 € pour tous, qui supposait, pour tous les plus de 18 ans, qui suppose donc une création monétaire de 1 600 €, et évidemment une production de valeur correspondante pour que la monnaie ne soit pas la monnaie de singe, je me situais dans la situation actuelle, dans le rapport entre prix, bien prix et bien gratuit, actuel. Il peut y avoir une croissance de la gratuité, je suis entièrement d'accord. Hein. J'ai envisagé une croissance de la gratuité, et l'exemple que vous donnez des transports gratuits est un exemple tout à fait intéressant, bien sûr. Mais une partie de nos activités est porteuse de production de valeur, et cette partie légitime, c'est celle et qui suppose d'énormes apprentissages, tellement nous sommes aujourd'hui dans une situation de surplomb totalement mortifère vis-à-vis des autres vivants et des autres que vivants. Le temps de travail n'a pas diminué. Dans le temps de travail, on inclut le temps de la délibération sur l'outil que nous laisse le capitalisme. Est-ce qu'on va le démanteler? Il faut en démanteler une partie, bien sûr. Est-ce qu'on va l'organiser autrement, lui donner une autre vocation? Tout ça suppose tout un temps d'adaptation de l'outil. Quand on sait combien sortir de l'agrobusiness, faire du co-engendrement de l'alimentation avec les autres qu'humains parmi les vivants, ça suppose des apprentissages considérables. Hein. Et donc un déplacement de nos ambitions. Globalement, hein, tous les conquis, encore une fois, je suis d'une admiration sans borne pour les conquis qui ont été faits en matière de salaire, le fait de lier le salaire à la personne, un impôt au contrat, enfin, etc., etc. Tous ces conquis l'ont été dans une forme d'indifférence au contenu même du travail. Il s'agit d'affronter ce qui, pour le moment, ne se fait que dans la dissidence. Hein. Ceux qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, ceux qui veulent entretenir avec les vivants autres qu'humains et avec les autres humains aussi, hein, un tout autre rapport que le rapport capitaliste, ils sont dans la dissidence. Hein. Ils ne rentrent pas dans les boîtes, ils ne rentrent pas dans les services publics, ils font ici et maintenant des alternatives. Ce sont des communistes, hein. Mais encore faut-il qu'ils ne se contentent pas de la marge, parce que la marge, quand elle dure, au bout du compte, elle sert d'alibi à la logique capitaliste. Vous pouvez faire votre alternative dans votre coin, ça ne dérange ni Areva, ni la FNSEA, ni les agronomes qui nous préparent une agriculture sans paysans. La sortie de la marge est absolument essentielle. C'est pour ça qu'à Réseau Salariat, nous réfléchissons
en permanence à des mises en sécurité sociale, de l'alimentation, du transport, de la culture, des funérailles, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme production, de l'habitat bien sûr, pour sortir de la marge tous ces dissidents communistes, et puis pour rendre possible le fait que dans les entreprises, dans les services publics, on commence à s'organiser collectivement pour travailler autrement. De ce point de vue-là, il y a une responsabilité des fonctionnaires. Le statut de la fonction publique, c'est-à-dire le fait que le fonctionnaire est titulaire de son salaire, on l'a très bien vu pendant le confinement, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, parce qu'ils sont titulaires de leur salaire, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, ils sont payés pour ce qu'ils sont dans l'ordre de la valeur. Les fonctionnaires sont en dessous complètement de leur statut. Ils ne l'honorent pas, c'est pour cela qu'il va disparaître. En commencer par la territoriale parce que c'est la plus faible. Le statut du fonctionnaire, c'est fait pour... lorsque l'appareil d'État décide de fermer une maternité, c'est de continuer à la faire fonctionner. Sinon, que sert le statut? C'est, s'agissant pour nous dans l'enseignement, c'est de décider collectivement des programmes. Il faut des programmes nationaux, bien sûr, mais qui doivent être décidés par les enseignants eux-mêmes. C'est eux qui font qu'il y a programme. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent d'enseigner des trucs qui ne correspondent pas à leur déontologie? Pourquoi est-ce qu'ils n'honorent pas ce salaire à la qualification personnelle qui est exercée collectivement, permet d'élire parmi les profs d'histoire géo les 50 profs qui vont définir le programme national et puis d'appliquer ce programme-là et non pas celui que Blanquer et autres connards du ministère l'imposent. D'accord? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires acceptent l'arrivée de petits chefs comme ça? Alors, la fonction publique, actuellement, on est en train de multiplier des petits chefs, acceptent l'intimidation, etc. Vous voyez, le salaire à la personne ne suffit pas, d'accord? Encore faut-il aimer la liberté. Or, dans le capitalisme, nous cherchons la liberté en dehors du travail. C'est pas dans le travail que nous cherchons la liberté. Là, c'est énorme. C'est pour ça qu'on cherche plus de temps libre, etc. Mais quand on n'est pas libre dans le travail, on ne l'est pas non plus dans le hors-travail. Lorsque le travail est aliéné, les loisirs le sont tout autant. C'est une illusion de penser que on peut se désaliéner hors du travail tant que le travail reste aliéné. Et donc, sortir de cette illusion que dans le hors-travail, nous allons faire des alternatives, dans le travail lui-même, conquérir bien sûr le salaire comme droit de la personne, parce que tant que nous devons quémander à un employeur un salaire, évidemment que nous allons fermer notre gueule, c'est tout à fait évident ça. Donc conquérir pour tous le salaire comme droit de la personne de 18 ans à la mort, mais aussi considérer que le lieu de la liberté, c'est le travail, et non pas le hors-travail. Encore une fois, moi je suis un militant du salaire pour tous, comme droit politique, mais j'ai une conscience vraiment très forte que ça ne suffit pas. Que nous avons été tellement socialisés depuis notre enfance dans le fait qu'on ne peut pas changer le travail. Et nos organisations collectives, aussi bien politiques que syndicales, sont tellement peu organisées autour du changement du travail. Elles sont organisées, encore une fois, autour de droits du travailleur. Tout cela, il ne s'agit pas de cracher dessus, y compris, encore une fois, une forme communiste du salaire, c'est-à-dire le salaire comme droit de la personne, mais ces conquis n'ont pas été mis au service d'un changement dans le travail. Maintenant, c'est à la mode, la sécurité sociale de l'alimentation, donc il y a des tas maintenant de collectivités locales diverses et variées qui se lancent dans la sécurité sociale de l'alimentation. En général, l'enjeu, c'est de solvabiliser des mangeurs. C'est de solvabiliser des mangeurs qui font appel à Biocoop ou à des distributions de bio ou qui font appel à des producteurs locaux. Mais quand on regarde les expérimentations en cours, y compris à Montpellier, on est d'abord dans la solvabilisation des mangeurs.
au nom d'ailleurs de quelque chose de très juste, hein, c'est d'un bilan extrêmement critique de l'aide alimentaire. Hein. L'aide alimentaire, c'est une saloperie. Hein. C'est le dernier segment de l'agrobusiness. Hein. L'agrobusiness, qui est organisé par la grande distribution, génère des surplus absolument considérables. Hein. À l'échelle mondiale, nous produisons de quoi nourrir 12 milliards de personnes, alors que nous sommes 8 milliards, avec 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim. Et en France, hein, nous produisons un tiers de trop qui est jeté. Cette production, enfin production ou importation, puisque nous importons la moitié des fruits et légumes dans un pays aussi rural que le nôtre, c'est quand même scandaleux. Nous importons 20% des céréales, enfin tout ça est un scandale inouï, mais cela dit, l'agrobusiness génère des déchets à des niveaux complètement scandaleux. Or, la gestion des déchets, c'est très coûteux. Hein, et donc, si on peut confier cette gestion à des retraités qui sont dans une association d'aide alimentaire, c'est tout bénef pour la grande distribution. Si en plus, comme c'est une bonne action de filer des surplus, il y a une exonération fiscale liée à la truc, là... Vous voyez pourquoi je suis contre la retraite. Hein, la retraite avec des retraités confinés dans le milieu associatif, ça aboutit à ça, d'accord. On ne peut pas indéfiniment en rester là. Les projets de sécurité sociale de l'alimentation qui partent d'un constat exact du caractère scandaleux de l'aide alimentaire et qui insiste sur le fait que la Sécu, c'est d'abord un accès universel à une consommation, sont dans une lecture complètement aliénée de la sécurité sociale. Cette lecture est une lecture entièrement fausse. C'est pas du tout comme ça qu'elle s'est construite, la sécurité sociale des soins, par exemple. Elle se construit assez tardivement, hein, bien après que l'assurance maladie a été créée dans les assurances sociales de 1930 et relancée en 1946. Il ne se passe rien jusqu'à la fin des années 50. Pourquoi? Parce que jusque dans les années 40, l'hôpital est réservé aux indigents. Et donc, ma foi, des lieux pour les indigents, ce n'est pas des lieux de haute technicité, hein, c'est clair. Beaucoup a montré comment les médecins ils travaillent gratuitement pour se faire la main sur les pauvres et ensuite réclamer des sous à leur clientèle de ville. Bon, quant aux soins ambulatoires, eux, ils ne sont pas remboursés. Hein, puisque le syndicalisme des kinés, des infirmiers, des tabibs s'est construit dans les années 30 pour refuser le conventionnement avec l'assurance maladie, au nom de la liberté des tarifs, hein, avec taxes et mesures, enfin, etc. etc. Donc le refus de négocier avec l'assurance maladie une nomenclature d'actes et un tarif des actes, c'est ça le conventionnement, hein, fait que ces soignants ambulatoires, des soins ambulatoires ne sont pas remboursés. Et donc, en dehors d'une clientèle riche, il y a très peu de soins ambulatoires. Vous avez quelques mairies qui ont organisé des offices d'hygiène sociale, organisé des centres de santé gratuits, mais enfin, Vichy a créé la PMI, la médecine scolaire, mais tout ça est très peu de choses. C'est seulement à la fin des années 50 que va se construire notre système de production de soins. Et c'est tout à fait spectaculaire. Hein. C'est un système qui se construit, non pas autour de la solvabilisation des soignés, encore faut-il qu'il y ait des soins qui soient proposés. C'est un système qui se construit autour de la production du soin. Toute sécurité sociale qui ne se construit pas autour de la production de ce dont elle est censée s'occuper est en contresens complet. Or, pratiquement toutes les expériences actuelles, les sécurités sociales de l'alimentation, se construisent autour de la consommation et non pas de la production. Prix Montpellier. Et donc, il y a de spectaculaire dans la construction de l'outil, puisqu'il est pratiquement inexistant, dans la formation de professionnels, parce qu'il y avait extrêmement peu de professionnels du soin. L'hôpital, c'était des religieuses. Somme absolument considérable qu'il a fallu avancer pour produire les soins,
pour construire les CHU, pour transformer tous les hospices en hôpitaux locaux, pour créer des maternités à l'appel. Dans les années 60, il se crée ou se transforme un soin par jour, hein. C'est-à-dire le rythme où ils se détruisent aujourd'hui. Il faut imaginer l'énormité de l'avance monétaire qui a été nécessaire pour créer cette production. Or, cette avance monétaire n'a pas été à crédit. Ça ne s'est pas fait par emprunt. Les professionnels n'ont pas été endettés avant même de commencer à travailler. Ce qu'on est toujours dans le capitalisme. Hein. Dans le capitalisme, on est endetté avant même de commencer à travailler. Et quand on sait le rôle de soumission de la dette, on voit combien l'aliénation du travail naît de ce préalable par l'endettement. Toute sécurité sociale, quelle qu'elle soit, qui n'a pas comme objectif de libérer les producteurs de l'endettement, c'est de la gnognotte. On va laisser ça au maire de Montpellier. Mais pas que de Montpellier, à Grenoble c'est pareil, je sors de Grenoble, c'est le même truc, enfin, etc., etc. À Bordeaux, enfin bref, partout où ça se passe. L'avance monétaire nécessaire à toute production s'est faite autrement que par le crédit. L'avance monétaire s'est faite par l'avance des salaires. Pour produire, pour produire de la valeur, produire de la richesse, il faut du travail des humains et puis il faut le co-engendrement avec des autres qu'humains, bien sûr. Mais ça, c'est pour produire de la richesse. Mais pour produire de la valeur économique, il ne faut que du travail humain. Et donc, l'anticipation monétaire nécessaire pour qu'il y ait du travail humain, ben, c'est les salaires. C'est ce qu'on a fait. On a commencé par le commencement, c'est-à-dire qu'on a distribué des salaires. L'assurance maladie, pourquoi est-ce qu'elle était richement dotée? Parce que la hausse des salaires dans les années 60-70, c'est pas d'abord la hausse du salaire direct, celui qui va sur le compte postal, d'accord? C'est la hausse du salaire socialisé. Le taux de cotisation à l'ensemble de l'assurance, des assurances, de la sécurité sociale, pas simplement la maladie, mais aussi la famille, la vieillesse, et puis à partir la fin des années 50, le chômage. Le taux de cotisation global passe, c'est-à-dire l'ensemble des cotisations patronales et salariés au numérateur et le salaire brut du salarié au dénominateur, le taux de cotisation passe de 33% du salaire brut, c'est la situation dans les années 50, et ça bouge pratiquement pas, ce qui était déjà un gros progrès, parce que c'était 16% en 1944, d'accord? Donc en 1946, les communistes font un double le taux de cotisation, c'est tout à fait considérable. Hein. Puis ensuite, ça ne bouge plus. Les communistes sont éliminés dès 1947, hein, et c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Là, enfin, bon, c'est la droite, quelle qu'elle soit déguisée. Il y a le MRP, il y a les gaullistes, enfin, il y a tout ce monde-là. Va augmenter, mais ça suppose des revendications énormes. Hein. Il n'y a pas un seul tract de la CGT qui ne comporte hausse du taux de cotisation. Quoi qu'on parle, on parle de hausse du taux de cotisation. Une revendication qui a été complètement abandonnée depuis le début des années 80. Et donc, le taux de cotisation passe de 33% du salaire brut à 53% au début des années 80. C'est inouï comme hausse. Hein. 33. Il est aujourd'hui inférieur à 53%. C'est son acmé, les 53% des débuts des années 80. C'est-à-dire que là, vous avez une socialisation du salaire telle que la caisse d'assurance maladie est très richement dotée. Et c'est du salaire socialisé, c'est du salaire, d'accord? Ben, l'assurance maladie, elle va avancer les salaires des ouvriers, des ingénieurs qui construisent des CHU, de ceux qui construisent des outils médicaux, et avancer les salaires des soignants. Aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé. Pour des soignants actuels, ça paraît curieux, hein, parce que c'est à ça qu'on est habitué. Et même Juppé a créé la CADES, cette saloperie absolue, pour ça, d'accord. Nous avons un endettement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais pas considérable. Le gros de cette avance monétaire, c'est les salaires des travailleurs, tout simplement. Pour produire, il faut que des travailleurs, et il faut donc que du salaire. La seule avance nécessaire, c'est le salaire. Nous sommes là dans des prémices du communisme, d'accord? On ne commence pas par être aliéné par une dette. Le travail des soignants dans les années 70-80, c'est plutôt du bonheur.
Parce que figurez-vous qu'ils soignent pour soigner. C'est incroyable. Aujourd'hui, ils soignent pour rembourser la dette de l'hôpital. Donc ils ont perdu le pouvoir sur leur travail. C'est les gestionnaires qui décident des protocoles à la place de la clinique. D'accord ? Moi qui suis un fervent défenseur de l'hôpital public, des fois j'ai peur de me trouver en face d'un soignant qui va appliquer un protocole. Aujourd'hui, on a deux formes en fait de sécurité sociale de l'alimentation. Donc on a la vision par la consommation, donc la vision par je vais changer le monde en consommant mieux et en fléchant mes consommations vers une consommation plus vertueuse. Et il y a la version qu'on défend à Réseau Salariat, qui est celle de il faut solvabiliser la production, donc s'organiser pour mettre un focus en fait sur la production. Quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation version consommation, en fait on fait juste du pouvoir d'achat. Nous allons donc nous inspirer de ce modèle qui prend des choses par le bon bout. La seule avance, si nous voulons faire une sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'avance du salaire des producteurs de l'alimentation, pour qu'ils soient titulaires de leur salaire. Ah ben oui, mais les paysans, ils aiment bien être fiers de gagner leur vie par leur travail. Ils vont pas aimer avoir un salaire, etc. Ben, il faut commencer, effectivement, par lutter contre la valeur travail. Hein. Et ça, là aussi, ça suppose une sacrée bagarre contre l'union de la gauche et la gauche, d'accord? Et j'inclus le NPA dans la gauche, j'inclus Révolution Permanente dans la gauche, d'accord? Le Parti communiste, évidemment, surtout c'est Roussel qui le dirige, et puis... mais les filles, alors là, c'est absolument non communiste. Il s'agit donc de construire tout à fait autre chose, de commencer la production par la création monétaire qui permet de payer les salaires en question. C'était des cotisations à l'époque, hein, mais maintenant il faut passer des cotisations à la création monétaire. Le deuxième intérêt de ce qui se passe dans les années 60, c'est que ces travailleurs vont être libérés du marché du travail. Ils sont libérés de la dette, hein, et ils sont libérés du marché du travail puisqu'ils sont fonctionnaires. On pose correctement. Hein. Nous sommes là dans du proto-communisme. Si ce n'est pas au service d'une prise de pouvoir sur le travail, non, bien sûr, ça ne suffit pas. Et Dieu sait si ce qui se passe dans les années 60 à l'hôpital, les vieux mâles blancs, ils sont absolument royaux à l'hôpital. Hein. C'est les chefs de service qui s'imposent. Nous ne sommes pas du tout dans le communisme de ce point de vue-là. Lorsque Ralit, éphémère ministre communiste de la Santé en 81, va vouloir faire élire les chefs de service par les membres du service, ça va être un refus, mais absolu. Donc nous sommes dans un machisme épouvantable, nous sommes dans un rapport soignant-soigné qui de surplomb les soignés ont intérêt à fermer leur gueule, enfin, etc. etc. Je ne fais pas l'éloge absolu de tout ce qui se fait à ce moment-là, hein, ça se fait à son époque, mais c'est très intéressant hein, de voir que nous avons su inventer la production de 10% du PIB. C'est pas quelques chèvres sur le Larzac, d'accord? C'est 10% du PIB qui est produit en libérant les producteurs de la dette et du marché du travail. C'est quand même quelque chose. Et donc tout projet de sécurité sociale qui aujourd'hui ne commence pas par ça, libérer les producteurs du logement, des transports, de l'alimentation, etc., de la dette et du marché du travail, c'est du jardinage, comme je disais. Capitalisme, vous avez actuellement une baisse de la productivité tout à fait considérable parce que le travail vivant tend à être éliminé par du travail mort. Or, le travail mort, il transmet sa valeur aux produits nouveaux, mais il n'en crée aucune. Et donc, pour augmenter la productivité en associant beaucoup de travail mort de la machine ou de l'IA ou je sais pas quoi au travail vivant, en fait, on réduit la productivité parce que le travail vivant est en train de disparaître. Et on réduit la production de valeur. Tout rapport écologique aux autres que vivants va au contraire générer un travail supplémentaire. Si vous voulez produire
de l'alimentation, encore une fois, dans un co-engendrement avec les vivants autres qu'humains, il faut beaucoup plus de travail vivant humain, beaucoup plus. On va donc créer beaucoup plus de valeur. Ne confondez pas création de richesse et création de valeur. Nous créerons moins de richesse, et heureusement, parce que la valeur nutritive d'une pomme produite correctement, c'est la même que 32 pommes industrielles. Donc on va en produire une, d'accord? Et non pas 32 comme des cons, en plus de la bouffe industrielle qui nous rend malades. La richesse, mais augmenter la valeur, parce qu'il y aura plus de travail vivant. Parce que pour produire une pomme dans des bonnes conditions nutritives, il faut plus de bouleaux vivants que pour en produire 32 industriels. Et nous allons bien sûr accueillir largement. Nous sommes un pays qui pourrait avoir 150 millions d'habitants. Nous avons besoin d'être infiniment plus nombreux sur un territoire comme le nôtre. Cette décroissance de la richesse va être accompagnée d'une croissance de la valeur, d'une croissance des PIB. Mais une croissance du PIB qui n'est pas liée au toujours plus capitaliste ou au toujours plus socialiste, parce que le toujours plus socialiste, c'est même que le toujours plus capitaliste. C'est les deux formes d'hétéronomie du travail. Dans le capitalisme, c'est la recherche absolue du profit, une production tautologique de la valeur, on produit de la valeur pour la valeur. Et dans le socialisme, on produit une recherche éperdue aussi de production de valeur, mais c'est parce qu'on met la science au service de la puissance. Alors là, c'est des sachants, c'est un parti d'avant-garde, c'est des gens qui ont la science de l'histoire, enfin toutes les conneries qu'on a pu connaître et que nous continuons. Le Parti communiste français, LFI, NPA, tout ça, c'est des partis socialistes, c'est pas des partis communistes. Alors l'enjeu, c'est de devenir communiste. C'est tout à fait autre chose. De sortir de ce toujours plus, qu'il soit ou non de la science, ou au nom du profit. Mais c'est toujours plus et toujours hétéronome, avec un travail hétéronome. Le socialisme, c'est par en haut. Prise du pouvoir d'État, par la victoire de Mélenchon, de Roussel, je ne sais pas trop quel autre, au présidentiel, d'accord? 2, socialisme, et le socialisme, c'est un bon État qui va faire une bonne politique, qui va planifier, qui va mettre la science au service de la puissance, avec un parti d'avant-garde, qui sait, des sachants, avec des entreprises publiques dans lesquelles les travailleurs ont aussi peu de pouvoir que dans le privé. On a l'expérience, on sait ce qui s'est passé au XXe siècle. Ça, c'est toute la culture de la gauche. Quand je dis que la gauche est socialiste, je ne parle pas évidemment du Parti socialiste, ça c'est de la droite déguisée. Je parle de LFI, je parle du NPA, je parle de Révolution permanente, je parle du Parti communiste. La gauche est socialiste, d'accord. Nous sommes dans la négation. Ce ne sera plus le marché, ce sera la planification. Ce ne sera plus le marché, ce sera l'État. Mais ce sera toujours par en haut. Et c'est tout à fait cohérent avec notre éducation et notre pratique depuis des décennies, à accepter que le boulot, ce soit un truc où nous ne décidons pas. C'est pas ça l'enjeu. Non, non, on va réduire le temps de travail pour, dans la militance à côté, faire ce qu'on a à faire. Être libre. Tant que nous sommes sur ce trip-là, parfois, vive le socialisme, et puis vive l'union de la gauche, et puis vive toutes ces conneries. J'ai écrit le bouquin avec le secrétaire de Georges Marchais. Vous voyez, il a fait un petit chemin, d'accord? Le communisme qui vient, d'accord? Il est là le bouquin, achetez-le, parce que je fais un peu de teasing aussi, mais il faut sortir du socialisme. Le socialisme n'est pas l'antichambre du communisme, c'est son contraire. Le communisme, il ne se construit que par en bas. Bien sûr qu'il faut prendre le pouvoir d'État. On prend le pouvoir d'État comme ça a été fait dans le régime général. Les travailleurs gestionnaires du régime général, qui gèrent plus que le budget de l'État. Là, lorsque une fonction collective ayant force de loi est gérée par les citoyens eux-mêmes, là nous sommes dans la prise du pouvoir d'État. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que grâce aux communistes en 1946, les fonctionnaires ont un statut qui leur permet de prendre le pouvoir d'État. C'est-à-dire, encore une fois, de décider du programme, s'ils sont profs, de décider du maintien d'une maternité, s'ils sont soignants. Enfin, sinon, ils n'honorent pas leur statut. Sur les coopératives ou les SCOP ou les CIC, oui, bien sûr, hein, c'est peanuts. Hein, aujourd'hui, ce sont
sont des anticipations tout à fait intéressantes. Ça représente 50 000 salariés sur les 25 millions que nous sommes de salariés, donc c'est très peu. Une des questions que posent les coopératives, c'est que les sociétaires sont propriétaires patrimoniaux. Ils sont propriétaires d'usage, d'accord, de l'outil, c'est-à-dire qu'ils décident de son utilisation, ce qui est éminemment progressiste, c'est très important. Ils sont propriétaires patrimoniaux également, et c'est là que ça peut se discuter. Est-ce qu'il faut que les outils soient la propriété patrimoniale du collectif qui les utilise? Est-ce que la terre doit être la propriété patrimoniale du producteur d'alimentation qui l'utilise? Propriétaire d'usage, bien sûr, c'est-à-dire que ce collectif décide de l'utilisation de l'outil. Propriétaire patrimonial, ça se discute. Dans le défi démocratique, un ouvrage que moi, comme communiste, ça fait 55 ans que je suis au parti, j'ai vendu à l'appel dans les années 70 autour du programme commun de l'Union de la gauche. Il n'y a pas une fois le mot communisme, pas une fois. Le communisme, ça ne se construit pas dans le capitalisme, d'accord. Le capitalisme, c'est une structure qui se reproduit, qui a une capacité de reproduction, dans laquelle il y a une seule classe pour soi, il n'y a pas de classe révolutionnaire, il y a des rapports de force parfois favorables, mais au bout du compte, il n'y a pas de classe révolutionnaire, c'est-à-dire de classe en capacité d'instituer l'alternative au capitalisme dans le capitalisme même. Contre quoi Marx et Engels se sont en permanence battus. On dit, ça fait bien sûr que si. Le communisme, c'est le mouvement que connaît toute société capitaliste, de sortie du capitalisme, dans le capitalisme même, par une classe révolutionnaire. C'est tout le capital, tout ça. Et ils se battent contre les sociodémocrates, Lassalle et autres, du parti ouvrier allemand, qui est le principal parti de l'époque, qui nous dit, lui, Lassalle, je ne sais pas quoi, c'est Bourdieu aujourd'hui. Vous voyez, c'est le capitaliste, ça se reproduit. D'accord ? Il y a une seule classe pour soi, la bourgeoisie. En face, il y a des victimes. N'espérez pas sortir du capitalisme dans le capitalisme. Il faut d'abord passer de l'autre côté. D'accord ? Et puis, avec un bon État, faire une bonne politique. Et là, nous sommes dans le socialisme. Et puis, un jour, peut-être, ça débouchera sur le communisme. Ça veut dire qu'on va au communisme par son contraire. Enfin, bon, c'est ce que Marx et Engels vont en permanence contester, précisément. Sauf que Staline est exactement sur le même trip. Hein. 1, prise du pouvoir d'État, 2, socialisme. Et si nous sommes en URSS, d'accord, on n'est pas en URC. Puis le communisme, ce sera après. Il tue 900 des 1200 dirigeants du Parti communiste, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais enfin, c'est toujours pour après. C'est pas au programme, c'est pas maintenant. C'est pas très bon que le collectif qui a la propriété d'usage de l'outil en soit aussi le propriétaire patrimonial. Pourquoi ? Parce que très souvent, il a une durée de vie qui est inférieure à cet outil, ou bien il n'a pas conscience de l'enjeu territorial de l'outil qu'il utilise, et puis il peut être défaillant. Alors il est à vie propriétaire du truc, alors qu'il est défaillant. Il faut qu'il y ait un propriétaire patrimonial qui ne soit pas le propriétaire. Le communiste, c'est pas une société sans obligation de sanction. Donc il faut qu'il y ait un propriétaire patrimonial qui ne soit pas le propriétaire d'usage. Mais ce propriétaire patrimonial doit évidemment être démocratique. C'est une assemblée citoyenne à l'échelle territoriale, disons, cohérente. Si c'est pour une boulangerie, bah, ce sera une assemblée citoyenne très très proche. Si c'est une industrie de réseau, comme la SNCF, ce sera à un autre niveau. Mais la distinction entre propriété patrimoniale et propriété d'usage n'est pas opérée dans les coopératives, et ça n'est pas très bon. Sur le rapport de force, encore une fois, Marx, c'est Bernard Vasseur qui vraiment m'a prendre conscience de ça, parce qu'il connaît Marx beaucoup mieux que moi. Marx nous dit qu'il y a un déplacement du pouvoir. Les sociétés de classe sont des sociétés qui exploitent le travail
des travailleurs. C'est-à-dire qui ponctionne une partie de la valeur produite par ces travailleurs. Le féodalisme, les sociétés de classe à base religieuse, le capitalisme bien sûr, sont des sociétés d'exploitation. Mais ce qui est le propre du capitalisme, c'est pas l'exploitation. Toutes les sociétés de classe exploitent. Le propre du capitalisme, c'est que la classe dirigeante ne se contente pas de ponctionner une partie de la valeur créée. Le seigneur ponctionne avec la corvée une partie de la valeur créée. Les familles sacerdotales ponctionnent, envoient vers le ciel une partie de ce que les paysans apportent pour avoir l'air d'avoir l'air, mais pour l'essentiel font commerce de tout ce qu'ils ont apporté au temple. Donc ils ponctionnent une partie de la valeur créée par les travailleurs. Mais ils n'interviennent pas dans le procès de travail. Les travailleurs restent décisionnels du travail, pas dans le capitalisme. Ça s'appelle la subsanction réelle du travail. Et toute sa réflexion porte là-dessus. Dans le capitalisme, le travail, il est exploité, bien sûr, mais il est aliéné. Nous sommes dépossédés du travail. Un mode de production qui nous dépossède du travail. Marx dit, le lieu du pouvoir, c'est le travail, d'accord? S'il y a despotisme des fabriques, c'est-à-dire si les travailleurs sont dépossédés de tout pouvoir sur leur travail, oh, mais la classe dirigeante adore le jeu de gauche-droite. Dans ce qu'on appelle la sphère politique, il y a un débat entre capitalistes et anticapitalistes. Dès lors que les vaches capitalistes sont bien gardées sur le lieu de travail, beaucoup mieux qu'un débat démocratique dans la sphère politique. Marx désigne ça par un nom, crétinisme parlementaire. Le lieu du pouvoir, c'est l'entreprise. Les despotiques dans l'entreprise. Mais aussi le lieu de la prise de pouvoir, c'est l'entreprise. Il y a un déplacement du lieu du pouvoir et un déplacement du lieu de la prise de pouvoir, du coup. Donc, le lieu de prise de pouvoir, c'est le travail. Or, nous avons été... Mais, et c'est pour cela que nous sommes, dès l'enfance, complètement nourris, imbibés de l'impuissance sur le travail. Et finalement, d'une perception du travail comme un truc dont il faut se libérer. Notre puissance d'agir, ça n'est pas le fait de gagner les élections. Notre puissance d'agir, c'est de gagner le pouvoir sur le travail. Le pouvoir de la classe dirigeante n'existe que parce que tu fais le boulot. Si tu as une puissance sur eux, c'est toi qui fais le boulot sans lequel ils n'existent pas. La classe dirigeante n'existe que par le boulot que nous faisons. Et conquis-là, il faut bien sûr qu'il soit étayé par la loi, par les droits. Et c'est là que l'union de la gauche, la victoire électorale devient utile. Mais pas comme préalable. Victoire de l'union de la gauche en 81, victoire de l'union de la gauche en 97, victoire de l'union de la gauche en 2012, ça a donné quoi? De la merde. Ça ne sert à rien. C'est des trucs qui nous mènent tout droit au Rassemblement national. Par dégoût de la puissance de la gauche. Nous pensons que la victoire électorale est un préalable au rapport de force, c'est là que nous nous trompons. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussitôt ajouter que la victoire électorale est nécessaire, bien sûr. Mais nécessaire comme sur la base d'un rapport de force créé dans le travail. Pour sortir les conquis de leur côté illégal, pour sortir les conquis de la marge, etc., etc. Mais s'il n'y a pas ces conquis, la victoire électorale n'aboutit à rien. Ça aboutit soit à des gouvernements qui baissent la culotte, ce qui se passe dans toute l'Union européenne, dans toute l'Europe occidentale, qui baisse la culotte au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, parce que tant que la classe dirigeante maîtrise le travail, ben, elle tient en otage la société, et donc elle se rappelle assez vite, disons, à tous ceux qui ont voulu la taxer, vous voyez, hein, on va faire une bonne taxation, on va mieux répartir la valeur, enfin toutes les conneries de l'Union de la gauche. Bien alors, c'est Staline. On baisse pas la culotte, mais on établit la dictature, et la dictature sur le peuple, puisque le peuple n'a pas commencé à prendre le pouvoir sur le travail. Et là, encore une fois, c'est des sachants, c'est un parti d'avant-garde, c'est la science de l'histoire, c'est toujours la même hétéronomie du travail. Le même refus absolu par une classe dirigeante que les travailleurs décident.
Jacques Bidet a très bien montré qu'il y a deux dimensions de la classe dirigeante en compétition. Les capitalistes qui cherchent le profit et les sachants qui mettent le savoir au service de la puissance. Le rapport de force, c'est conquérir ici et maintenant, partout, à l'échelle micro, des souverainetés sur le travail et en permanence, bien sûr, s'attacher à ce que ces conquis ici et maintenant soient légalisés par une victoire électorale d'une gauche qui sera l'expression de l'expression parlementaire de ces conquis locaux. Sur le travail musculaire, moi j'ai fait l'expérience comme retraité, je n'aurais pas pu avant, de ce que c'est que de passer 2 heures par jour à faire de la cuisine, de ce que c'est que de retrouver un travail, de d'être maçon, parce que je ne suis pas capable d'être plus qu'être maçon, mais enfin bon, je suis assez bon en mortier de chaux, pas de ciment, il ne faut quand même pas déconner. Retrouver un rapport sensible, alors que nos travaux nous ont complètement inscrits dans une abstraction totalement mutilante, tout ça est absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas grandir en humanité tant que nous n'avons pas ces pratiques-là. Il est absolument nécessaire de faire la cuisine. Nous devons sortir les rapports de travail de la division du travail absurde dans lequel nous met le capitalisme. Je ne fais pas l'éloge du maintien de travaux pénibles, d'accord, qu'on fait en plus pendant 50 ans et qu'on n'a plus d'eau si on est maçon à 55 ans. Il s'agit d'une toute autre division du travail, mais là encore, il y a plein d'effervescences communistes dans ce pays aujourd'hui. Vous avez des tas de groupes qui expérimentent un mélange d'activités, je sais pas quoi, de médias et puis d'activités agricoles. Ils ne sont pas confinés dans un seul type de métier. C'est ça la joie du communisme. Merci beaucoup. Et on va applaudir maintenant. Par rapport à la